Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que malgré toutes ces restrictions, vous gardez toujours cette envie de voyager, de rêver, mais surtout de vous regarder des bons petits films sur votre canapé douillet. Bon, là, avec Wonder Woman 84, faut avouer qu'à la majorité, le deuxième volet de Patty Jenkins fut loin de remplir son office. Néanmoins, dans son lot de critiques souvent justifiées, il y a les deux petits points nommés en début de vidéo que je vois souvent ressortir un petit peu trop facilement selon moi. Et c'est la raison pour laquelle nous en parlons aujourd'hui. Tout d'abord, autant je peux comprendre que ça peut faire tiquer certains de voir Diana pendant quelques instants faire la pose de Superman, que ce symbolisme impliquerait que Wonder Woman vole tout autant que l'homme d'acier, et donc fort logiquement devrait pouvoir le refaire dans les suites. Autant je trouve que dans l'ensemble, on s'attarde un petit peu trop sur ce détail mineur et que l'on crie un peu trop l'incohérence à tout va. C'est un détail si léger et qui n'est même pas une véritable incohérence en plus. Bah oui, depuis quand maîtriser quelque chose impliquerait que l'on doit toujours s'en servir par la suite? Est-ce que vous diriez que les Américains ne maîtrisent plus la bombe nucléaire parce qu'ils s'en servent plus depuis 1945 ? Surtout qu'entre temps ils ont fait la guerre du Vietnam, ils auraient pu très bien s'en servir puisqu'ils la maîtrisent toujours. D'autant plus qu'ils n'avaient ni Dr Manhattan, ni Rambo d'ailleurs. Alors bien sûr on n'est pas bête, on sait très bien que c'est une question de facteurs, un ensemble de facteurs qui expliquent tout cela. Mais c'était juste pour vous dire que la non-présence d'un fait ne veut pas dire que ce fait n'existe pas ou n'est pas maîtrisé. Dans Batman vs Superman, Wonder Woman elle se bat au corps à corps avec Doomsday, mais ce n'est pas parce qu'on ne la voit pas voler qu'elle ne l'a jamais fait avant. Si ça se trouve on n'en sait rien, quand elle est arrivée sur le champ de bataille, elle est arrivée en volant là, quand elle débarque pour sauver Superman. Et c'est exactement pareil dans Justice League, peut-être qu'à des moments elle a pu voler hors champ, on n'en sait rien. Et surtout d'ailleurs dans ce film, puisque en fait tous ces combats quasiment se font dans des endroits clos. De plus, pour moi, Wonder Woman ne vole pas vraiment, enfin je vais dire, pas encore du moins, mais je vais m'expliquer un petit peu plus loin. Mais à ce stade de l'histoire, dans l'œuvre de Patty Jenkins, Diana débute dans cette maîtrise et pour être plus tatillon, elle plane plus qu'elle ne vole. Je veux dire par là, à l'échelle de DC, ce n'est pas Superman qui peut changer de direction de manière arbitraire, de rester en stationnaire comme ce colibri par exemple. Pour l'instant, l'Amazon ne peut pas faire ça. Donc pour moi, pas de réel intérêt dans les phases de combat que l'on a eues dans les suites. Mais sinon, on voit bien que Diana a besoin de s'élancer par un grand saut ou en reprenant de la vitesse en s'accrochant au nuage pour pouvoir planer. Et de même, pour mettre un boost à la Superman, elle a besoin à nouveau de se servir des éclairs. Voilà, c'est pourquoi j'insiste sur cette petite précision. Malgré les apparences, Diana ne vole pas vraiment. Ni elle d'ailleurs, tiens. Je vole! Jack! Non, ça c'est dans sa tête, c'est juste qu'elle plane totale celle-là. Lui, il vole, voilà. Lui aussi, il vole. Séché. Il s'en fout pas. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça, madame? Vous n'avez pas honte, madame. Vraiment. Et à la limite, en voulant être trop tatillon dans les critiques sur ce film, qui n'a pas besoin de ça pour être critiquable, entendons-nous bien. Sincèrement, on pourrait contrebalancer que l'on peut interpréter autrement certaines scènes de BVS ou de Justice League même, et de manière cohérente. Ici c'est moins évident et c'est peut-être une question de mise en scène, mais on a presque l'impression qu'il y a une mini-maîtrise pendant quelques instants. Là aussi contre Doomsday, elle prend l'élan avec un saut, mais est-ce qu'elle ne planerait pas un tout petit peu à ce moment-là? Ou pas, peut-être, je veux bien l'entendre. Mais par contre, sur cette séquence-là, ça me paraît déjà bien plus éloquent. Regardez, je vais vous la remettre. Et pour le deuxième point, c'est un petit peu pareil. Sur le sort d'invisibilité, de la même manière que j'avais donné l'exemple avec les Américains, ce n'est pas une réelle incohérence que Diana, à ce jour, ne s'en soit pas encore resservie. Cette capacité héritée de Zeus, son père, qui avait protégé les Amazones en rendant Themyscira invisible, sert, on l'a bien compris, pour une facilité scénaristique pour rendre hommage à la première Wonder Woman des années 70, qui véhiculait déjà dans un jet invisible. Dreaming. No, you're not. Shh. Relax.
Mais même sans ça, honnêtement, je ne vois pas dans les suites à quel moment elle aurait pu ou elle aurait vraiment dû s'en servir de nouveau. Surtout que c'est que les objets qu'elle rend invisibles, c'est pas les êtres humains ou autres, donc l'intérêt, je ne vois pas trop. À moins d'avoir un délire, je sais pas, rendre des capes invisibles, à moins que vous attendez secrètement qu'elle se tape des délires, je sais pas, mettre sa propre tunique invisible. L'intérêt, je le vois pas vraiment. À moins que vous aussi. Allez, en forçant à la limite, peut-être que dans la Snyder Cut, ça aurait pu être sympa de mettre la dernière boîte mère invisible, mais c'est toujours pareil, c'est pas une réelle incohérence, puisque à ce moment-là, le seul moment où c'était légitime, la Justice League était en position de force, et clairement personne pour les interférer dans leur mission. Même si on est bien d'accord que, en voyant dans le futur, ça aurait pu éviter quelques désagréments par la suite, mais bon, voilà. Conclusion de cette vidéo, eh bien je trouve que la déception justifiée, attention, de ce nouvel opus engendre des critiques bien trop excessives selon moi sur un film qui n'est pas si atroce que ça, désolé. Alors oui, il y a des longueurs, oui, il y a des facilités, quelques séquences mal finies, et qui ne parlent plus forcément au même public que dans le premier, et surtout pas au public de la trilogie de Zack Snyder, hein, clairement. Mais malgré la forme que beaucoup trouvent discutable, on peut souligner la volonté de développer des personnages, d'avoir pour thème de fond l'acceptation de la vérité pour avancer, et de viser aussi un autre public, eh bien le public gagné après le premier opus en devenant l'icône du féminisme, mais aussi, ne l'oublions pas, de toutes les petites filles du monde entier.